Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 15 avril. Voici les titres de ce journal. Quel avenir pour les invendus des grandes surfaces? Le gaspillage pourrait devenir interdit. C'est en tout cas ce que propose un député. Selon lui, l'une des solutions serait d'offrir ces denrées aux associations qui aident les plus démunis. Savez-vous conjuguer correctement la langue française? On le sait, elle est complexe. Des cours de remise à niveau sont donc proposés aux salariés. Nous suivrons l'un de ces cours dispensés par la CCI. Enfin, c'est un convoi très exceptionnel que nous allons suivre dans ce journal. Avant de rejoindre les océans, le bateau a dû emprunter les voies terrestres. Conséquence, des lignes coupées et des ralentissements sur la route du littoral. Et on débute avec ces chiffres. Un Français jette en moyenne 20 à 30 kilos de nourriture par an. C'est comme si chacun jetait 160 € dans la poubelle. Face à ce constat, la chasse au gaspillage est donc relancée, notamment par un député de la Mayenne. Guillaume Garot vient de remettre un rapport au ministre de l'écologie. Et il concerne tous les maillons de la chaîne, du producteur au consommateur, en passant par le distributeur. Et justement, le député préconise une interdiction de jeter pour la grande distribution. Les invendus pourraient être donnés aux associations qui aident les plus démunis. Alors plusieurs enseignes le font déjà, comme a pu le constater Pierre Dalicieux dans sa tournée avec la Banque Alimentaire. Comme chaque matin, les bénévoles de la Banque Alimentaire font leur tournée des grandes surfaces, une collecte qui existe depuis plus de 20 ans. Tout ça s'est rodé bien apprécié, je dirais presque minuté. Tout se passe très bien à ce niveau-là. Et après, c'est en fonction aussi des quantités que veulent bien nous laisser les grandes surfaces, quoi. La collecte débute ici. Ce gérant de supermarché fait préparer chaque matin une palette comme celle-ci. Ces produits sont retirés des rayons 6 jours avant leur date limite de consommation. Ce n'est pas des invendus, c'est déjà de la marchandise qui est encore vendable, dont la date limite de vente n'est pas dépassée. Et on donne 100% des produits qui sont retirés des rayons, sont distribués à la Banque Alimentaire. En gros, vous ne jetez rien? En gros, on ne jette rien. Cette grande surface ne serait donc pas concernée par le rapport du député PS Guillaume Garot, qui entre autres propose d'obliger la grande distribution à donner les invendus aux associations qui en feraient la demande. Des associations évidemment aptes à recevoir, trier et stocker un surplus de denrées alimentaires. Ça nécessite une logistique. Mais nous, la Banque Alimentaire de la Vendée, on a la logistique. La preuve, c'est que l'an dernier, on a collecté dans les grands magasins sur le département de la Vendée 253 tonnes. Donc c'est pas négligeable, je veux dire, hein. Mais on est équipé pour récupérer plus et donner plus. 253 tonnes, c'est 20% de ce qu'a reçu l'association en 2014. Des dons qui ne proviennent que de 10 grandes surfaces sur environ 150 présentes sur le département. Si une loi comme celle-ci passe, cette association ne se privera pas de la faire appliquer. J'espère que le chiffre augmenterait. Ça me paraît normal. S'il y a une loi, les chiffres devraient augmenter. On démarchera les grands magasins si une loi ou une recommandation passe au niveau de ce gaspillage alimentaire qui effectivement existe dans l'Hexagone en France. En Vendée, la Banque Alimentaire enregistre plus de 8000 bénéficiaires, un chiffre stable. Une mesure comme celle proposée augmenterait donc le panier de distribution en quantité, mais également en variété de produits. Vous pouvez noter ces deux dates, les 6 et 13 décembre prochains. Vous serez invité à vous rendre aux urnes pour élire cette fois le président de la région Pays de la Loire. Alors précisons que Bruno Retailleau est candidat. Jusqu'en avril, il était le président de notre département. Malgré la conjoncture, des artisans continuent à s'installer. La preuve en 10 ans, le nombre d'entreprises a augmenté de 26% sur notre département. Pour aider la reprise ou la création, la Chambre de métiers et de l'artisanat accompagne ces professionnels. Elle vient d'ailleurs de signer un nouveau partenariat avec le Pays des Olonnes. Cette signature officialise la mise en place d'une permanence où pourront se rendre les artisans de ce territoire, comme l'explique notamment le président de la communauté de communes des Olonnes.
Vous savez, l'artisanat, c'est la première entreprise de France. C'est là où se situent les gisements d'emploi de demain. Et notre rôle à nous, collectivités locales, c'est d'accompagner. Et là, c'est concret. Le service, il est ici. Il n'est pas à La Roche, il n'est pas à Challans, il n'est pas à Nantes. Il est ici, au Pays des Olonnes, au Sable d'Olonne, à Olonne, au Château d'Olonne, pour aider nos artisans à se développer. Cette convention-là, elle a pour but d'aider les entreprises, d'aider les chefs d'entreprise, de permettre aussi la transmission de ces entreprises, qui est un enjeu important. Le nombre de chefs d'entreprise qui dépassent 50 ans et sont très nombreux, donc il faut préparer ces transmissions et c'est un des enjeux importants du secteur artisanal dans les 10 ans à venir. On le sait, la langue française est compliquée. Alors aujourd'hui, avec les SMS ou les correcteurs, les problèmes de conjugaison trouvent rapidement des solutions. Mais pour certains salariés, l'orthographe reste essentielle dans leur travail. Ils n'ont donc pas le droit à l'erreur. La Chambre de commerce et d'industrie de Nantes propose donc des formations aux entreprises de la région. Samuel Grasset a suivi le cours pour nous. On monte sur le mur pour se poser la question qui quoi ? Des murs, des bombes, des cadeaux, la méthode diffère légèrement de celle enseignée à l'école. Pour aborder l'orthographe et la grammaire, dans cette formation, on fait appel aux images et aux dessins. C'est pour lui faire un cadeau ? Moi j'ai une mémoire plutôt avec les images. Donc c'est vrai, tout ce qui est cadeaux, les bombes, etc. Je retiens mieux et en les faisant, à force de les faire, ça rentre dans ma tête et je les vois directement sans les redessiner en fait. Imaginée par une ancienne nulle en orthographe, cette méthode a été baptisée Défi 9. 9 pièges de la langue française abordés pendant 2 jours de formation. La conjugaison, les accords des participes passés, les pluriels des chiffres et des couleurs, ou encore les verbes pronominaux. On est amené tous les jours à envoyer des mails par exemple, à faire des rapports, des comptes rendus. Et effectivement, on se pose souvent la question de savoir comment je vais accorder. On s'amuse même parfois à faire, moi je sais que je fais exprès de faire des fautes dans les logiciels pour avoir le correcteur orthographique. C'est pour certaines personnes difficile d'en parler quand on a caché cette problématique à l'embauche. Donc je pense que c'est véritablement à l'entreprise de proposer ces formations qui vont permettre de soulager les salariés et puis surtout de gagner du temps. Donc de gagner du temps et de ne pas déranger les collègues et de ne pas passer son temps sur Internet pour trouver des solutions. Les difficultés avec le français, un tabou qui commence à se lever dans le monde professionnel. Les demandes de formation autour de l'orthographe, de la rédaction de comptes rendus ou de mails sont en augmentation. Dans les entreprises, de plus en plus, on communique par écrit et c'est important d'être précis, d'être ferme. Et puis c'est une question d'image aussi de l'entreprise. Quand vous faites un courrier auquel le lecteur ne comprend rien, c'est quand même un handicap sérieux, quoi. Pour cette méthode Défi 9, une dizaine de sessions de formation est organisée chaque année pour la Vendée et la Loire-Atlantique. On va se rendre dans le sud Vendée à présent. Hier, l'électricité et Internet ont été coupés et de nombreux ralentissements ont eu lieu. La faute à un convoi très exceptionnel. Après un an de chantier, un bateau a quitté Avrier pour rejoindre le port de l'Aiguillon-sur-Mer. Mais avant de découvrir les voies fluviales, il a dû emprunter les voies terrestres. Et les opérations se sont déroulées sous haute tension, comme a pu le constater Cyril Guillet. Vous l'avez peut-être croisé sur la route et avec une trentaine de mètres de long, 7 mètres de large et 8 mètres de haut, ce convoi exceptionnel n'est pas passé inaperçu. Son chargement, un bateau ou plus exactement une coque de bateau, 75 tonnes d'aluminium tout droit sorti du chantier naval de Lavergne situé à Avrier. Sa destination, le port de l'Aiguillon pour la phase finale d'assemblage. Il manque encore plusieurs morceaux, le poste de pilotage, le mât. Le mâteau de feu, radar et autres, et les grues. Il y a une grue de 30 tonnes qui va arriver, une grue de 14 tonnes qui va se mettre à bord aussi. Ce bateau est l'un des plus gros jamais réalisés par Patrick Delavergne et son équipe. Et aujourd'hui, l'acheminement vers le port de l'Aiguillon est un véritable défi. Pour cela, ils ont fait appel à la société Capel. Tout est réglé au millimètre, mais le stress est bel et bien palpable, car chaque rond-point, chaque passage plus étroit demande toutes les attentions. C'est à la fois du stress sur le jour de l'événement, mais c'est surtout une grosse préparation puisque ça fait 6 mois qu'on travaille sur le projet, à la fois pour obtenir les autorisations de transport exceptionnelles, l'organisation au préalable bien sûr de l'intervention de RDF, d'Orange.
Ces différents agents précèdent le convoi et coupent ou décrochent selon les cas les lignes à haute tension et basse tension, ainsi que la fibre et les fils téléphoniques. Chez ERDF, chaque câble est mesuré afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de coupure. J'ai un appareil de mesure à ultrasons qui permet de mesurer la hauteur des lignes à chaque endroit, puisqu'en fonction de la température, la hauteur des lignes varie. Comme aujourd'hui il fait exceptionnellement chaud par rapport à la saison, on est passé mesurer il y a 15 jours et il y a un mois, les hauteurs de lignes ont varié. Donc on mesure avant que le véhicule passe, qu'on est bien toujours à distance par rapport à ce qu'on avait prévu. Pour que ce chargement peu ordinaire arrive à destination, plus d'une trentaine de personnes étaient sur le pont. Un véritable spectacle qui a su attiser la curiosité des passants. La seule grosse difficulté est apparue à peine une centaine de mètres du lieu de livraison, un arbre qu'il a fallu couper pour accéder au port. Finalement, pour parcourir les 30 km qui séparent Avrier de l'Aiguillon, il aura fallu quand même plus de 6 heures. Vous le savez, les vacances de Pâques ont débuté pour nos jeunes Vendéens, mais quelques-uns en profitent pour préparer déjà leur rentrée de septembre. En effet, dans 5 mois, certains découvriront le collège, un nouvel univers et donc un nouveau rythme. Dans le sud Vendée, 2 établissements aident ces petits à se familiariser avec leur futur environnement. Samuel Grasset a suivi la découverte. Autour de la table, ils sont presque plus attentifs qu'en cours. Ce matin, pour ces élèves, c'est leçon de pâtisserie, crumble aux pommes et gâteau au chocolat. Tu le cognes, tu sais, dans le coin, tu mets tes 2 pouces dedans et tu écartes l'œuf. Malgré les vacances, ces enfants se sont portés volontaires pour venir tous les jours au collège. Parmi eux, des 6e et des CM2 scolarisés dans les écoles des alentours. Ils intégreront le collège en septembre. Alors cette semaine, autour d'ateliers, de jeux et de sorties, ils vont faire connaissance avec leur futur établissement et avec le personnel, comme aujourd'hui le responsable de la cantine. Je fais toutes les pâtisseries. Donc je fais toutes mes pâtisseries, tout ce que je peux faire, je le fais, quoi. Donc j'essaye de leur faire découvrir plusieurs choses, les goûts, les différences, le sucré, le salé. J'essaye tout le temps de leur apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Je trouve ça bien, ouais. Ça me fait découvrir le collège pour nous. L'objectif de ce dispositif baptisé École ouverte est de permettre aux enfants de CM2 de dédramatiser leur rentrée de septembre dans ce collège de 226 élèves. Je suis un peu stressée, mais sinon ça va. Je pense que ça leur enlève une bonne appréhension parce que déjà ils connaissent les lieux. Cet après-midi, on va faire un jeu de piste pour découvrir les salles, le français, l'histoire, etc. Et en plus, ils ont du coup des élèves qui sont en 5e avec qui ils ont fait des activités, etc. Donc c'est intéressant pour eux, je pense, oui. Cette semaine s'intègre dans toute une série d'initiatives menées au cours de l'année entre le collège de l'île d'Elle et les différentes écoles des communes alentours. Tout au long de l'année, il y a des échanges, des activités avec les écoles primaires du secteur. Sur le mur, vous pouvez voir des œuvres qui ont été créées dans le cadre de la semaine des mathématiques. Donc, Madame Santoni, professeure de mathématiques, avait proposé un thème de dessin géométrique. Il y a une activité chorale avec les écoles de Sainte-Radegonde et de Vouillé. À l'île d'Elle, l'école ouverte est proposée à 3 périodes de l'année, à la Toussaint, au printemps et pendant les grandes vacances d'été. Une trentaine d'enfants y participent à chaque fois. On va rejoindre les plus grands à présent pour découvrir une formation unique en Vendée. Il s'agit de l'école de bijouterie à Pouzauges. Ici, l'essentiel n'est pas le diplôme, mais bien la passion, à l'image de Baptiste. C'est un reportage d'Aurélia Horner. Depuis tout petit déjà, Baptiste savait qu'il s'orienterait dans la bijouterie, comme son grand frère. C'est lui qui lui a transmis sa passion des pierres. Aujourd'hui, son CAP en poche, il est en 3e année de formation en option certissage, plus passionné que jamais. La création, le côté créatif. Après, il y a plus au niveau des pierres, quoi. Ça, c'est quand on voit des beaux cailloux, on apprécie. Pouvoir faire le bijou qu'on a envie de faire, quoi. C'est vraiment ce qu'on veut, on peut le faire comme ça, au tac, et vraiment de A à Z, grâce au certi qu'on est en train d'apprendre, quoi. Ils ont entre 15 et 50 ans et sont 46 à suivre la formation. Tous ont un parcours très différent, mais une passion commune les anime, le bijou. Après la 3e, j'ai fait une voie pro. Je suis allé en menuiserie, en charpente, mais ça me plaisait pas du tout. Et du coup, après, je me suis reconverti et j'ai trouvé la bijouterie joaillerie sans savoir si ça allait vraiment me plaire ou pas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai trouvé l'endroit où je voulais travailler, quoi. J'étais déjà un peu dans le milieu artistique et puis je voulais quelque chose de plus suivi. Plus cadré et où on travaillait plus avec ses mains, du coup bijouterie.
2 ans de formation pour passer le CAP Art et Technique de la bijouterie, une année supplémentaire possible en sertissage, quelques semaines de stage, beaucoup d'heures en atelier, mais pas seulement. Vous avez l'histoire de l'art du bijou, donc on apprend de la préhistoire au contemporain. Vous avez le dessin technique du bijou aussi, donc on apprend les bases mais on décline rapidement sur le bijou pour y venir, pour mettre en fait des fabrications sur forme protocolaire. Donc tout est lié vraiment à l'activité. Vous avez aussi la technologie, on apprend les propriétés des métaux, des pierres. On a aussi depuis cette année la gémologie, où ils vont apprendre vraiment en détail les compositions des pierres précieuses et autres. S'il y a peu de débouchés dans le domaine, tout est fait ici pour favoriser l'intégration en milieu professionnel. À la sortie de cette école, 10 élèves sur 15 trouvent un emploi ou poursuivent une autre formation ailleurs dans le même domaine. Parlons à présent d'une tradition, d'une habitude même, qui manque parfois aux habitants des communes. Il s'agit du marché. Au Fenouillet, par exemple, il avait disparu depuis 8 ans, mais ce printemps 2015 a vu enfin réapparaître les artisans dans le bourg, pour le plus grand plaisir des consommateurs, évidemment, comme a pu le constater Alix Lanos. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. C'est sur un air d'accordéon que les Fenoletains ont pu faire le marché ce matin. Un marché de producteurs locaux, il y a longtemps que les habitants du Fenouillet l'attendaient. Quand j'ai vu la petite publicité comme quoi il y avait un marché chez nous, alors là j'étais surprise et je suis venue avec mon mari, je suis agréablement surprise. Il y a plein de producteurs, plein de choses, c'est sympa comme tout. Celle de Noirmoutier, fromage de Saint-Jean-de-Mont. Ici, tous les produits viennent de Vendée et sont vendus par les producteurs en personne. Pour les clients, c'est un gage de qualité et c'est bien ce qu'ils sont venus chercher. Je prends que des poireaux qui ont l'air absolument délicieux, bien jeunes. Ça porte nos valeurs. Nos valeurs, c'est d'essayer de développer l'économie locale. Et ce qu'on veut, c'est développer ça dans l'esprit des gens et essayer de faire un peu d'éducation aux produits saisonniers et aux produits d'agriculture paysanne. Chez Pascal le poissonnier, tout vient de la criée de Saint-Gilles et des sables. Et les clients ne s'y trompent pas, ils font la queue devant son étal. Si vous faites des poissons d'élevage ou qui viennent d'Irlande ou d'ailleurs, c'est pas bien, quoi. Les gens, ils veulent que du pays. Mon mari disait toujours, si tu fais pas ton marché, tu vas pas vivre bien. J'ai toujours fait des petits marchés. Et puis c'est sympathique, les gens aiment bien parler, on aime bien les rencontrer. Trouvez pas c'est génial ça ? Et oui, dynamiser la commune, recréer du lien, c'est aussi ça le marché de proximité. Désormais, producteurs et consommateurs se retrouveront ici chaque vendredi. Et en attendant le prochain marché du Fenouillet, découvrons le temps de ce jeudi et la fin de l'été semble arriver. Après une matinée plutôt agréable, l'après-midi pourrait être plus nuageuse par endroits, mais les températures resteront encore élevées pour un mois d'avril. Dans un instant, Armelle Pavageau vous en dit plus sur les prévisions de ce 16 avril. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.